Si vous regardez les images satellites de la région de Pilbara, en Australie occidentale, vous verrez quelque chose qui devrait donner des sueurs froides à tous les généraux 4 étoiles du Pentagone. Ce n'est pas une base militaire. Ce n'est pas un essai d'armement. C'est un convoi de camions. Des centaines. De longs semi-remorques transportant des tonnes de terre brun rougeâtre sur des routes creusées dans les formations rocheuses les plus anciennes de la planète. Cette terre n'a l'air de rien. On dirait de la terre. On dirait ce qu'on enlève de ses bottes. Mais cette terre est la substance la plus précieuse sur le plan stratégique. Ce sont des terres rares. Lithium, cobalt, néodyme, dysprosium, des noms imprononçables pour la plupart des gens. Des éléments dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et ils sont partout. Dans votre téléphone, votre ordinateur portable, votre voiture électrique, le système de guidage de chaque missile de croisière Tomahawk, les tirs de l'US Navy, le moteur de chaque avion de chasse F-35, le système de ciblage de chaque char Abrams, le satellite qui permet à l'armée américaine d'observer le ciel. Sans ces minéraux, le monde moderne s'arrête. Sans ces minéraux, l'armée américaine devient un musée. Pendant 15 ans, ces camions ont roulé vers le sud, vers des ports où sont chargés les navires, à destination des usines de traitement qui alimentent l'industrie de défense américaine. L'Australie était la police d'assurance des États-Unis. Lorsque la Chine a accaparé 80% du traitement mondial des terres rares, l'Amérique s'est tournée vers l'Australie et a déclaré: Vous êtes notre plan B. Vous êtes notre source d'approvisionnement sûre. Vous êtes l'allié sur lequel nous pouvons compter. C'était hier. Aujourd'hui, ces camions roulent d'un toujours. Mais les navires qu'ils chargent ne se dirigent plus vers l'est, en Californie. Ils mettent plutôt le cap au nord, vers le Japon, et à l'ouest, vers Rotterdam. Ce matin, à 4h12, heure de l'Est, le premier ministre australien, Anthony Albanese, s'est tenu dans la tribune de la presse au Parlement à Canara et a annoncé le pacte de sécurité minière Indo-Pacifique, un nouvel accord contraignant et exclusif entre l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne, visant à réorienter la majeure partie des exportations australiennes de minéraux critiques hors des États-Unis et vers un corridor d'approvisionnement protégé auquel Washington n'a aucun accès et sur lequel il n'a aucun moyen de pression. 40% de la production australienne de terres rares disparaît. 60% de sa production de lithium est réorientée. 80% de sa production de minéraux critiques disparaît. Les réserves de cobalt, celles sur lesquelles le Pentagone comptait pour la prochaine génération de batteries militaires, étaient bloquées, réservées, contractuellement scellées pour 20 ans. 20 ans. Soit 4 mandats présidentiels. C'est toute une génération de planification de la défense américaine rendue obsolète par une conférence de presse à 18h, heure de Canberra. Et l'homme qui a rendu cela possible, celui qui a poussé l'Australie si fort, si publiquement, si imprudemment, que le plus fidèle allié des États-Unis dans le Pacifique a décidé de construire une chaîne d'approvisionnement qui exclut délibérément les États-Unis, est assis à Mar-a-Lago en ce moment même, probablement en train de regarder la rediffusion de son propre meeting, ignorant complètement que le sol sur lequel repose l'industrie de la défense américaine vient de se liquéfier. Donald Trump pensait que l'alliance des Five Eyes signifiait qu'il possédait leurs ressources. Il pensait pouvoir appeler Canberra, exiger des minéraux moins chers, menacer de révoquer le partage de renseignements et regarder les Australiens obéir. Il a oublié quelque chose. Il a oublié que l'Australie possède une mine d'or géologique que toutes les nations industrialisées de la planète convoitent désespérément. Il a oublié que le Japon courtisait l'Australie, le secteur minier depuis une décennie. Il a oublié que l'UE a élaboré une stratégie relative aux minéraux critiques, spécifiquement conçue pour réduire sa dépendance à l'égard de partenaires peu fiables. Et il a oublié que lorsqu'on traite un allié comme un domestique, il finit toujours par trouver un nouvel employeur. Dans les 45 prochaines minutes, je vais vous emmener au cœur même de cet accord. Je vais vous montrer le rapport classifié du Pentagone sur la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, transmis à la Maison-Blanche il y a 6 semaines, celui qui annonçait précisément l'imminence de ce scénario. Je vais vous montrer l'appel téléphonique de Trump à Albanese, que des sources à Canberra qualifient de conversation la plus irrespectueuse entre dirigeants alliés depuis Suez. Je vais vous montrer pourquoi le prix de votre prochaine voiture électrique vient d'augmenter de 12 000 $. Je vais vous expliquer pourquoi l'action de Lockheed Martin s'effondre ce matin. Et je vais vous montrer pourquoi il ne s'agit pas d'un acte de déloyauté de la part de l'Australie. Il s'agit d'une action rationnelle, car Donald Trump a rendu la loyauté trop coûteuse.
Vous assistez en direct au plus important réalignement des ressources depuis la création de l'OPEP. Ne détournez pas le regard. Premier point, l'élément déclencheur. Revenons 9 jours en arrière, car tout n'a pas commencé à Canberra, mais à Palm Beach. Et comme tout dans cette administration, cela a commencé par un coup de téléphone qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y a 9 jours, Donald Trump a appelé Anthony Albanese. Cet appel n'était pas prévu à l'agenda officiel. Il n'a pas été coordonné par le département d'État. Le Conseil de sécurité nationale n'en a pas été informé. Trump a décroché le téléphone et a composé directement le numéro du Premier ministre australien via une ligne sécurisée censée être réservée aux véritables urgences. Et il a formulé des exigences, trois exigences. Trois exigences qui, selon des sources australiennes, s'étant confiées à plusieurs médias, dont le Sydney Morning Herald et l'Australian Financial Review, étaient si agressives, si opportunistes, si fondamentalement irrespectueuses, qu'Albany a mis le haut-parleur pour que toute son équipe de sécurité nationale puisse entendre ce que le président des États-Unis disait à un allié du groupe des Cinq Yeux. Première exigence, l'Australie doit réduire de 30% le prix de ses exportations de terres rares vers les États-Unis. Pas question de négocier une réduction immédiate. Trump. Il aurait déclaré « Vous nous facturez trop cher votre terre. Nous vous protégeons. Nous vous tenons à l'écart de la Chine. Le moins que vous puissiez faire, c'est de nous accorder un prix équitable pour vos roches. » Votre terre. Vos roches. C'est ainsi que le président des États-Unis a décrit les exportations de ressources les plus stratégiques de la planète, comme s'il marchandait du gravier dans un magasin de bricolage du New Jersey. Deuxième exigence, l'Australie doit interdire toutes les exportations de terres rares et de minéraux critiques vers la Chine dans un délai de 90 jours. Interdiction totale, rupture complète. Trump voulait que l'Australie rompe son principal partenariat commercial, une relation d'une valeur de 220 milliards de dollars par an pour satisfaire son obsession chinoise. Il n'a proposé aucune compensation. Il n'a proposé aucun marché alternatif. Il n'a proposé aucun plan de transition. Il a simplement exigé que l'Australie brûle 220 milliards de dollars et le remercie. Troisième exigence, et c'est celle-ci qui a brisé la relation. Trump a exigé que l'Australie accorde aux États-Unis un droit d'accès prioritaire à toutes les nouvelles concessions minières sur le sol australien. En pratique, cela signifierait que toute nouvelle mine de lithium, de cobalt ou de terres rares, celui qui découvrirait des ressources en Australie, devrait accorder au gouvernement américain un droit de préemption sur leur production avant de les vendre à quiconque. Il voulait s'approprier les ressources géologiques d'un autre pays. Il voulait planter un drapeau américain en Australie et revendiquer ce territoire. Selon certaines sources, Albanese a écouté les trois demandes sans l'interrompre. Lorsque Trump eut terminé, il y eut un silence. Puis Albanese déclara « Monsieur le Président, je vais y réfléchir et consulter mon cabinet. » Trump aurait répondu « Ne tardez pas trop, Anthony. Nous avons beaucoup de navires dans votre zone maritime. Soyez malin. Nous avons beaucoup de navires dans votre zone maritime. » C'est ainsi que le président des États-Unis menace implicitement un allié militaire de sa puissance navale à la suite d'un différend commercial concernant des minéraux. Cette phrase a été entendue par tous les membres du cabinet d'Albanese. Elle a été transcrite, diffusée et, en moins de 3 heures, elle se trouvait sur le bureau du Premier ministre japonais, du président sud-coréen et de la présidente de la Commission européenne. Trump pensait exercer des pressions. Simplement, il n'agissait pas dans le sens escompté. Il exerçait des pressions sur. Tous les pays alliés observaient en direct, démontrant que les États-Unis, sous Trump, instrumentaliseraient tout, y compris l'alliance militaire censée les protéger, pour obtenir des concessions économiques. L'appel téléphonique a duré 22 minutes. À la 25e minute, Albany était en réunion d'urgence avec son ministre des Ressources, son ministre de la Défense et les dirigeants des 3 plus grandes compagnies minières australiennes. À la 4e heure, l'ambassadeur du Japon était présent. À la 8e heure, l'envoyé commercial sud-coréen atterrissait à Canberra à bord d'un vol charter en provenance de Séoul. À la 12e heure, une liaison vidéo sécurisée avec Bruxelles était établie. Trump a proféré une menace contre l'Australie. L'Australie a offert au monde une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Deuxième partie, les preuves. Nous apportons des éléments de preuve. Nous faisons des calculs. Nous examinons des documents. Nous faisons ce que la Maison-Blanche espère que vous ne verrez pas. Examinons les preuves. Première preuve, l'avertissement du Pentagone lui-même. Il y a 6 semaines,
Le Bureau de la politique industrielle du département de la Défense a achevé une évaluation classifiée intitulée Résilience de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, scénario de dépendance et de perturbation des alliés. Des extraits de ce rapport ont fuité. Défense 1 a publié le rapport la semaine dernière et nous avons confirmé de manière indépendante ses principales conclusions auprès de 2 sources bien informées. Ce rapport de 112 pages en résume la principale. Les États-Unis sont dangereusement dépendants des approvisionnements minéraux de leurs alliés, lesquels sont sujets à des perturbations diplomatiques. Leurs stocks actuels sont insuffisants pour maintenir la production militaire au-delà de 14 mois en cas d'interruption d'approvisionnement. Si l'Australie coupe ses livraisons de terres rares aux États-Unis, le Pentagone dispose de stocks suffisants pour continuer à produire des systèmes d'armes avancés pendant 14 mois. Passé ce délai, les chaînes de production du F-35, du sous-marin de classe Virginia, du système de missiles Patriot et du programme d'armes hypersoniques de nouvelle génération ralentissent, voire s'arrêtent pour certaines. Le rapport avertit explicitement, et je cite textuellement le passage divulgué, que toute action diplomatique susceptible de compromettre l'Australie en tant que principal fournisseur de minéraux doit être considérée comme une menace de premier ordre pour la sécurité nationale. L'Australie représente la seule alternative géopolitiquement stable aux terres rares contrôlées par la Chine. Le traitement des données est compromis. Une interruption des approvisionnements australiens exposerait les États-Unis à une vulnérabilité stratégique, sans solution de remplacement viable à court terme. Ce rapport a été transmis aux conseillers à la sécurité nationale et inclus dans le dossier de renseignement remis au président le 3 avril. Selon certaines sources, le responsable de la présentation l'a signalé verbalement. La réponse de Trump fut « Nous n'avons pas besoin de leurs pierres. Nous avons des pierres. Nous avons les meilleures pierres. » Voilà comment le président évalue une analyse classifiée de 112 pages sur la vulnérabilité de la défense. 7 mots, aucune compréhension. Et maintenant, toutes les prédictions de ce rapport se réalisent en temps réel. Les analystes qui ont rédigé cet avertissement observent, depuis leur bureau du Pentagone, l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement qu'ils avaient prédite. Ils ont fait leur travail. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Le président n'a pas écouté. Il n'écoute jamais. Et maintenant, les hommes et les femmes qui pilotent dans les avions, naviguent sur les navires et tirent dans les missiles vont en payer le prix. Deuxième preuve, les détails de l'accord. Examinons ce qu'Alban Essay a réellement signé. Car le pacte de sécurité minière de l'Indo-Pacifique n'est pas une vague déclaration d'intention. C'est un accord opérationnel, avec des contraintes. Au terme de cet accord, l'Australie réorientera ses exportations de minéraux critiques selon un système d'allocation à plusieurs niveaux. Niveau 1, Japon. Le Japon bénéficie d'un accès prioritaire à 35% de la production australienne de terres rares et à 40% de sa production de lithium. En contrepartie, le Japon s'engage à investir 18 milliards de dollars australiens directement dans les infrastructures minières et les installations de traitement australiennes au cours des 10 prochaines années. Le Japon assure également le transfert de technologies pour le traitement avancé des minéraux, réduisant ainsi la dépendance de l'Australie vis-à-vis de l'envoi de minerais bruts en Chine pour son raffinage. Niveau 2, Union européenne. L'UE reçoit 25% de la production australienne de terres rares et 30% de sa production de cobalt. En contrepartie, le UE accélère la conclusion d'un accord commercial global avec l'Australie, bloqué depuis 6 ans, supprime les droits de douane sur les produits agricoles australiens et s'engage à investir 12 milliards de dollars australiens dans des projets d'énergie renouvelables australiens. Niveau 3, Corée du Sud. La Corée du Sud reçoit 15% de la production australienne de lithium, essentielle pour son secteur de la fabrication de batteries. En contrepartie, la Corée du Sud s'engage à mener des exercices militaires conjoints dans la région indo-asiatique et l'Australie fournit 6 milliards de dollars de partenariats technologiques dans le domaine des semi-conducteurs. Que reste-t-il aux États-Unis? Ce que l'Australie ne doit pas contractuellement à personne d'autre, des miettes, des achats au comptant à prix d'or sans volume garanti, ni contrat à long terme. Les États-Unis sont passés du statut de client prioritaire de l'Australie à celui de client de second ordre. Non pas que l'Australie ne valorise pas cette relation, mais parce que Trump l'a envenimée et que le reste du monde proposait des conditions plus avantageuses. Cet accord est donc lié pour 20 ans. Cela signifie que même si Trump perd les prochaines élections,
Même si un futur président tente de réparer les dégâts, les minéraux sont engagés, les contrats sont signés, les infrastructures sont en construction. On ne peut pas défaire un accord de chaîne d'approvisionnement de 20 ans avec un coup de fil et des excuses. Trump a formulé une demande qui a duré 22 minutes. Albany a conclu un accord qui dure 20 ans. Voilà la différence entre un moment d'inaction et une stratégie. Troisième constat, le verdict du marché. L'argent ne ment pas. L'argent ne se contente pas d'observer les fluctuations du marché. L'argent analyse les chiffres et agit. Et ce matin, l'argent a tout révélé au cours des 2 premières heures de la journée. À l'ouverture de la bourse, Lockheed Martin a chuté de 7,3%, Raton de 5,8% et Northrop Grumman de 6,1%. Le secteur de la défense, pilier de la puissance militaire américaine, a perdu 94 milliards de dollars de capitalisation boursière en 120 minutes. Pourquoi? Parce que tous les analystes de Wall Street ont fait le même calcul. Si les terres rares australiennes sont bloquées pendant 20 ans, le coût de fabrication des systèmes d'armement américains augmente considérablement. Le programme F-35, à lui seul, utilise 417 kilos de terres rares par appareil. Si le coût de ces matériaux double, ce qui est probable puisque les États-Unis doivent désormais faire face à la concurrence des acheteurs japonais, coréens et européens qui bénéficient d'un approvisionnement garanti, chaque F-35 coûtera 3,2 millions de dollars supplémentaires. Multipliez ce montant par les 24 960 F-35 que le Pentagone prévoit d'acquérir, et vous arrivez à un surcoût de 7,8 milliards de dollars pour un seul système d'armes. Le budget de la défense n'est pas seulement devenu plus cher, il est structurellement défaillant. Voyons maintenant l'autre aspect de la question. Le dollar australien a bondi de 2,7% face au dollar américain. Les valeurs minières japonaises ont grimpé en flèche. Les fabricants européens de batteries ont enregistré une forte hausse généralisée. Samsung SDI, le fabricant coréen de batteries, a également connu une progression. Le géant a atteint des sommets historiques. Le marché exulte, non par sentiment anti-américain, mais parce qu'il perçoit de la stabilité. Il voit des contrats à 20 ans, un approvisionnement garanti et des décisions prises par des adultes, fondées sur des données et non sur l'ego. Et l'indicateur le plus révélateur, le prix du lithium au London Metal Exchange a bondi de 18% en une seule séance. 18%, car tous les acheteurs du monde viennent de réaliser que l'approvisionnement mondial en lithium a été morcelé. Et si vous n'êtes pas dans le circuit court, vous payez le prix fort. Si vous êtes un constructeur automobile américain qui tente de fabriquer des véhicules électriques, vous venez de perdre votre avantage concurrentiel. Tesla, Ford, GM, tous ont besoin de lithium, tous ont besoin de cobalt, et leurs prix ont explosé du jour au lendemain. Non pas parce que les minéraux sont rares, mais parce que le président a fait fuir l'allié censé les approvisionner. Quatrième constat, la fracture des 5 yeux. Voilà le constat qui devrait rendre malade tous les professionnels du renseignement du monde occidental. L'Alliance des 5 yeux, composée des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, est le partenariat de partage de renseignements le plus important de l'histoire de l'humanité. Il constitue l'épine dorsale du renseignement électromagnétique occidental. C'est grâce à lui que les États-Unis connaissent les plans de l'armée chinoise. C'est grâce à lui qu'ils peuvent suivre les sous-marins russes. C'est grâce à lui que les complots terroristes sont déjoués avant leur exécution. Le groupe des 5 yeux a survécu à toutes les crises géopolitiques depuis 1946. Il a survécu à la guerre froide. Il a survécu à la guerre d'Irak. Il a survécu aux révélations de Snowden. Il n'a jamais été sérieusement menacé par des dissensions internes jusqu'à aujourd'hui. Quelques heures après l'annonce de l'accord, la ministre australienne de la Défense a publié une déclaration qui ressemble à un accord de séparation diplomatique. Elle a déclaré « L'Australie reste attachée à ses alliances. Cependant, notre sécurité économique nationale et la gestion souveraine de nos ressources relèvent de la seule compétence du gouvernement et du peuple australien. Nous ne subordonnerons pas notre indépendance économique aux exigences extérieures d'un partenaire, quelle que soit la nature de notre relation de sécurité. » Lisez attentivement. Un partenaire. Elle n'a pas dit la Chine, elle n'a pas dit la Russie, elle a dit un partenaire. Cela inclut États-Unis. Elle explique à Washington que l'Alliance ne donne pas aux États-Unis le droit de dicter la politique commerciale de l'Australie. Et voici le sous-texte dévastateur.
Si l'Australie est prête à défier les États-Unis sur la question des minéraux, sur quoi d'autre est-elle prête à s'opposer? Si la confiance est rompue sur le plan commercial, qu'en est-il du renseignement, du déploiement de bases militaires, de l'accord sur les sous-marins australiens? Cet accord, partenariat historique en matière de sous-marins nucléaires entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, ne tient plus qu'à un fil. Des experts australiens de la défense se demandent déjà publiquement si l'on peut faire confiance à un pays qui les traite comme une colonie d'exploitation des ressources pour un programme de sous-marins de 3,68 milliards de dollars qui déterminera la sécurité de l'Australie pour les 50 années à venir. Trump n'a pas seulement perdu des minéraux aujourd'hui, il a ébranlé les fondements de la plus importante alliance de renseignement de la civilisation occidentale. Et il l'a fait parce qu'il voulait une réduction de 30% sur le minerai. Troisième point, la psychologie. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi Donald Trump ne cesse de commettre cette erreur. Ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas de la malveillance, c'est une question de stratégie. Son cerveau est architecturé pour dominer. Et la domination ne fonctionne pas quand l'autre camp possède quelque chose dont vous avez plus besoin qu'il n'a besoin de vous. La vision du monde de Trump est hiérarchisée. L'Amérique au sommet, tous les autres en dessous. Les alliés existent pour servir les intérêts américains. S'ils ne servent pas, ils sont punis. S'ils résistent, ils sont écrasés. C'est la vision du monde d'un propriétaire. Et cela fonctionne quand on possède l'immeuble. Mais Trump ne possède pas le lithium australien. Il ne possède pas la technologie japonaise. Il ne possède pas le marché européen. Il n'est pas le maître de l'économie mondiale. C'est un locataire très bruyant qui menace constamment de partir. Et le gérant de l'immeuble vient de trouver de meilleurs locataires qui perdent à temps et ne font pas de dégâts. Quand Trump a appelé Albion et lui a dit « Nous avons beaucoup de navires dans votre zone », il a révélé son erreur fatale. Il pense que la puissance militaire est un levier économique. Ce n'est pas le cas. On peut stationner tous les porte-avions de l'US Navy au large de Perth. Et cela n'incitera pas un seul dirigeant minier australien à signer un contrat moins cher. Les navires n'extraient pas le lithium. Les navires ne transforment pas le cobalt. Les navires ne créent pas de chaîne d'approvisionnement. La confiance est essentielle à la construction des chaînes d'approvisionnement. La prévisibilité des contrats. Autant de choses que Trump est constitutionnellement incapable de fournir. Prenons l'exemple d'Anthony Albanese. Ce n'est pas un leader flamboyant. Ce n'est pas un orateur visionnaire. C'est un enfant du peuple de Sydney, issu d'un logement social. Il est méthodique. Il est patient. Selon les critères australiens, il est plutôt ennuyeux. Et en ce moment, l'ennui vaut 36 milliards de dollars d'investissements étrangers. La stratégie d'Albanese, c'est ce que les stratèges australiens appellent le pivot de puissance moyenne. L'Australie n'est pas assez puissante pour dicter sa loi au monde, mais elle a les ressources nécessaires pour choisir ses partenaires. Et Albanese a fait un choix. Il a choisi le Japon, dont l'investissement s'accompagne de technologie et de respect. Il a choisi l'UE, dont le partenariat garantit l'accès au marché et l'alignement climatique. Il a choisi la Corée du Sud, dont l'engagement se traduit par une coopération en matière de sécurité et une synergie industrielle. Il n'a pas choisi les États-Unis, non pas par manque de valeur accordée à l'alliance, mais parce que le dirigeant de cette alliance a clairement indiqué qu'elle était conditionnelle, que l'amitié américaine a un prix et que ce prix varie selon le humeur du président. Albanese n'est pas « il est anti-américain », il est contre le chaos. Et en ce moment, l'Amérique est en plein chaos. Le contraste entre ces deux dirigeants est celui entre le 20e et le 21e siècle. Trump croit que le pouvoir émane du canon d'un fusil. Albanese croit que le pouvoir émane d'un contrat signé et d'une poignée de main ferme. Le monde se range du côté de la poignée de main, car les poignées de main permettent de construire des usines. Les armes, elles, ne font que les détruire. Quatrième point, le coût pour vous. Prenons un exemple concret. Les terres rares peuvent paraître abstraites jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles sont présentes dans tout ce qu'on utilise. Votre téléphone, par exemple. Chaque smartphone contient environ 16 éléments de terre rares différents. Le moteur de vibration utilise du néodyme. L'écran utilise de l'europium et du turbium. Le haut-parleur utilise du dyrrhosium. Si le coût de ces éléments augmente parce que l'approvisionnement australien est bloqué par un accord de 20 ans, Apple, Samsung et Google ne prennent pas en charge ce coût. Ils vous le répercutent. Les analystes du secteur prévoient une augmentation de prix de 75 à 200 dollars pour les smartphones haut de gamme dans les 12 prochains mois. Non pas grâce à l'innovation, mais grâce à un simple coup de fil à Canberra. Votre voiture.
Si vous envisagez d'en acheter une, véhicule électrique, réfléchissez-y à deux fois. Chaque batterie de véhicule électrique nécessite environ 8 kg de lithium. L'Australie produit 55% du lithium mondial. 60% de cette production est désormais réservée au Japon, à l'UE et à la Corée du Sud. Les constructeurs automobiles américains vont se disputer les ressources restantes. Tesla, Ford et GM prévoient déjà une hausse du coût des batteries de 15% à 25% au cours des 18 prochains mois. Cela représente un surcoût de 5 000 à 12 000 par véhicule électrique. Trump a déclaré vouloir que les Américains achètent des voitures américaines. Il vient de rendre toutes les voitures plus chères. Défense nationale. Voilà le sujet qui préoccupe le Pentagone. Le chasseur F-35, la plateforme d'armement la plus avancée de la histoire, nécessite 417 kg de terres rares. Le sous-marin de classe Virginia en requiert plus de 4082 kg. Le système de défense antimissile Patriot utilise des terres rares pour son système de guidage, son radar et son système de propulsion. Si l'approvisionnement australien est bloqué, les États-Unis ont deux options. Soit payer le prix fort sur le marché libre, ce qui signifie que le budget de la défense gonfle de plusieurs dizaines de milliards, soit ralentir la production, ce qui signifie moins d'avions, moins de navires, moins de missiles. Ces options affaiblissent l'Amérique. Elles renforcent toutes deux la Chine. Et elles sont la conséquence directe d'un président qui pensait pouvoir obtenir des concessions en se montrant impoli. Pendant votre mandat, le secteur des énergies propres aux États-Unis emploie 3,3 millions de personnes. Les panneaux solaires, les éoliennes et les installations de stockage d'énergie par batterie nécessitent des terres rares. Si le coût des approvisionnements s'envole, les projets sont retardés. Et si les projets sont retardés, les travailleurs sont licenciés. L'essor des énergies renouvelables, censé créer la prochaine génération d'emplois pour la classe moyenne américaine, vient de se heurter à un mur. Pas un mur réglementaire, pas un mur technologique, le mur Trump. Vous ne payez pas pour une guerre commerciale. Vous payez pour une crise de colère. Cinquième segment, l'effet domino. Laissez-moi vous montrer la suite, car ce n'est pas la fin. C'est la brèche dans le barrage. L'eau monte. Scénario A, la ruée. Trump panique. Il réalise que les minéraux sont épuisés. Il ordonne une initiative minière nationale d'urgence. Décret présidentiel pour accélérer les permis, ouvrir les terres fédérales et supprimer les évaluations environnementales. Ça sonne bien sur Truth Social. En réalité, il faut entre 7 et 15 ans pour qu'une nouvelle mine de terres rares passe de la découverte à la production. On ne peut pas dicter la géologie par décret. Les gisements de terres rares aux États-Unis sont bien réels, mais ils sont profonds. Leur extraction est coûteuse et l'infrastructure de traitement n'existe pas sur le territoire national. La Chine contrôle 90% du traitement des terres rares. Les États-Unis n'en traitent quasiment pas. Trump devrait construire un écosystème industriel entier à partir de rien. Au moment où les premières terres rares traitées aux États-Unis arriveront en usine, l'accord australien sur les sous-marins aura déjà entamé sa deuxième décennie. La course échoue, l'écart se creuse, et la Chine, le seul autre fournisseur majeur, augmente ses prix, tout simplement parce qu'elle le peut. Scénario B. L'effondrement de l'accord avec les États-Unis. L'Australie commence alors à remettre en question l'accord sur les sous-marins américains. Si les États-Unis la traitent comme une colonie de ressources plutôt que comme un partenaire souverain, pourquoi s'engagerait-il à hauteur de 368 milliards de dollars et 30 ans d'alignement stratégique sur un programme de sous-marins nucléaires qui la rend dépendante de la technologie américaine? Les analystes de la défense australiens évoquent déjà la possibilité de construire des sous-marins souverains avec des technologies japonaises ou européennes. Si les États-Unis, en cas d'effondrement, les États-Unis perdent leur principal point d'appui militaire en Indo-Asiatique. Les stratèges chinois sabrent le Champagne et la base industrielle sous-marine de Groen, dans le Connecticut, qui dépendait des contrats australiens pour sa survie, est confronté à une crise existentielle. Scénario C. Le bloc des ressources. Il s'agit du scénario à long terme, et le plus transformateur. L'accord australien devient un modèle. Le Canada, toujours furieux du traitement qu'il a subi, y adhère. Le Brésil, riche en niobium et en minerais de fer, s'y rallie. La République démocratique du Congo, en quête désespérée d'investissement, signe l'accord. Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, entame des négociations. En 5 ans, une alliance des ressources se met en place.
un bloc de pays riches en minéraux qui coordonne l'offre, fixe des prix planchers et négocie collectivement avec les pays consommateurs. C'est l'OPEP, mais pour tout, et pas seulement pour le pétrole, le lithium, le cobalt, le cuivre, le nickel, les terres rares, l'uranium, les éléments fondamentaux de la civilisation moderne, gérés par un cartel dont les États-Unis ne font pas partie. Parce que les États-Unis étaient moins trop occupés à intimider leurs membres pour être invités. Trump voulait garantir l'avenir des ressources naturelles américaines. Il vient de priver les États-Unis de toute place à la table des décisions qui définissent cet avenir.